Deuxième épisode de notre saga avec Jean-Louis Montagu. Bonjour. Ah, bonjour Monsieur Gâteau, comment allez-vous bien, depuis la dernière fois? Et vous-même. Oh, Pour parler des élections toujours, écoutez, et des municipales en particulier. C'est un sujet important quand même, surtout dans la vie locale. Tous les 6 ans, ça remet en question des choses et des gens. Donc, je pensais que c'est la démocratie. Et surtout, effectivement, le fonctionnement de la démocratie, on peut dire, mon émission, notre émission, c'est surtout un acte pédagogique en vue des pauvres nouveaux élus qui ne sont pas pauvres non plus, mais ils sont novices. Je parle surtout de ceux qui ne seront pas adjoints, donc qui n'ont pas d'indemnité, qui sont des bénévoles. Hein. Alors, monsieur le maire de Saint-Astier a annoncé, lui, qu'il souhaitait que l'ensemble des conseillers municipaux, majorité et opposition, aient une indemnité. Oui, au moment où là, nous sommes diffusés, je ne sais pas si ça a été fait, mais au moment où nous avons enregistré, c'est-à-dire le 23 avril 2026, c'était un projet. Voilà, alors parlons de l'élection, parce qu'on a parlé dans la première partie de ce qu'il fallait faire avant la préparation, mais maintenant on rentre dans le vif du sujet, parce que c'est le déroulement de l'élection municipale. Effectivement, venons-en au principe même. Alors, c'est un scrutin majoritaire à 2 tours, ça je l'apprends à personne. Alors, lors du premier tour, moi je trouve le premier tour est très indicatif quand il y a plusieurs listes qui se présentent. Alors ici, je m'intéresse surtout au cas local, donc on va prendre le cas de la moyenne de France. Il y a, disons en général, 3 listes en général, deux majoritaires, et une minoritaire qui vient un petit peu en supplément. Alors il faut tenir compte d'abord surtout pour moi du taux d'abstention, qui avoisine 50%, et c'est le premier parti de France. Et c'est inquiétant. Oui, mais surtout qu'il laisse donc le manche à des gens qui sont minoritaires. Voilà. Donc, les chiffres que l'on nous donne comme résultat, ce sont sur les inscrits. Hein? Non, sur les votants. Les votants, pas les inscrits, parce que les inscrits, c'est la population. Le parti des abstentionnistes est considéré comme inexistant, ce qui est faux. Alors, ce qui fait que la plupart du temps, il faut diviser, alors peut-être suivant les localités, il faut diviser le score qu'on affichait par 2. Par exemple, si le premier fait 30%, en fait, il représente 15% des inscrits. Dans la théorie que je vous dis, là, avec 50% d'abstention, pour simplifier les chiffres. Oui. Donc, ce qui signifie, s'il est élu avec 30%, que 85% des inscrits n'ont pas voté pour lui, surtout. C'est ça. Donc, mettons 30%. Et alors, entre les 2 tours, ce qui se passe, c'est l'histoire des 2 tours. Certains disaient qu'il faudrait se limiter au premier tour. Pourquoi pas? Parce qu'au moins, on a une cartographie des volontés du peuple. Mais entre les 2 tours, il se passe souvent, et la plupart du temps, des marchandages de postes avec des possibilités de fusion des listes. Ce qui revient à trahir les électeurs du premier tour, en grande partie. Bien sûr. Faudrait-il... Je fais pas de dessin. Alors, au deuxième tour, seuls les candidats de plus de 10% sont retenus. Alors, il peut y en avoir 2, comme c'était le cas avant Ribérac. Cette fois, il y en a eu 3, parce que les scores étaient proches. Et les scores des votants du deuxième tour tournent alors autour, quand il y en a 2, autour de 40-50%, c'est souvent 49-51, ou enfin bon. Ce qui représente toujours, avec le taux d'abstention supposé, 20 à 25% des inscrits, toujours, même au deuxième tour. Alors, surtout, sitôt élu, on suppose 52% contre 48%, bon, ça arrive. Le calcul du nombre de sièges, et c'est là le problème, donne au vainqueur 80% des sièges, et au deuxième, 18%. À Ribérac, sur 2 listes, 33 conseillers, ça représente 27 pour la majorité, même quand elle est très courte, de quelques dizaines de voix, et 6 pour la minorité, 20% donc, pour à peine moins de voix, qui sont donc sous-représentées, voire beaucoup moins. Ce qui représente une majorité écrasante, 80% des sièges, pour un candidat qui au départ ne recueillait que 15% des inscrits, toujours, je vous rappelle. Et là, 80%, c'est-à-dire ce qu'on appelle les règles de majorité se traduisent par des combats acharnés et finalement au règne écrasant de certaines minorités. Moi j'appelle ça, et on connaît le mot maintenant, une démocrature.
Parce que de fait, c'est un mélange de démocratie et de dictature, c'est ça. C'est la dictature d'une majorité, et souvent d'une majorité donc, faible. Ceux qui font basculer le vote sont les 22 voix chez nous. Sur Ribérec. Donc mais l'exemple de Val-de-Louis et Ricaudot, où il n'y a que 2 voix d'écart. Et voilà. La majorité. Ainsi, le maire qui promet sa présence et son écoute de tous, en fait, c'est surtout le maire de la moitié qui a voté pour lui, voire des 25% seulement. Les autres comprendront douloureusement par la suite que le maire pour tous au-dessus des partis n'existe pas. En fait, il a simplement 6 ans pour récompenser ses fidèles. C'est ça. Voilà. Mais c'est partout, hein. C'est partout, c'est partout. Alors après, il y a un mot que vous employez souvent, monsieur Jean-Louis Montagu, qui est le godillot. Ah, vous me cherchez là, hein, effectivement. Oui, alors c'est qui ont un rôle, évidemment, ce que le c'est. rôle totalement nocif des godillots. Pendant certains que j'ai connus, pendant 6 ans, j'ai connu 50 conseils municipaux, ils n'ont jamais discuté la moindre décision et toujours levé le doigt pour dire oui. Vous vous rappelez le slogan du Crédit Lyonnais, le pouvoir de dire oui. Eh bien, c'est ça. On a un magnifique désintéressement, hein, mais surtout une passivité et la mise en place d'une dictature qui vide de tout sens les conseils municipaux eux-mêmes, puisque de toute façon, ils écraseront les autres. Donc, c'est une chambre d'enregistrement. C'est souvent le cas. Hein. Il y a des décisions qui sont prises. C'est bien le vice de ce système, c'est que la soi-disant démocratie, elle est bafouée pratiquement partout. Bon, mais ça reste démocratique quand même, évidemment. Bon, alors, donc le Conseil, donc d'après ce que vous dites, a le pouvoir parce que c'est lui qui décide et pas finalement le maire, même s'il a le dernier mot. Oui, alors ça, on va en parler aussi. Oui, juste entre deux, une parenthèse. L'histoire de l'entre-deux tours, je l'ai évoqué dans l'émission précédente, c'est un piège pour les électeurs puisque toutes les trahisons deviennent possibles. On voit d'anciens adversaires du premier tour s'allier subitement dans le dos des électeurs et jusqu'à la trahison suprême. Le nouvel élu, maire, prenant un adjoint, c'est soi-disant opposant. Vous voyez, donc c'est... Après, ça peut faire une entente démocratique de cohabitation, on va dire. Oui, on pourrait dire ça, mais on a connu les cohabitations au niveau présidentiel, on a vu les résultats, mais surtout pour moi ça encourage le découragement des électeurs. Pourquoi aller voter? Et d'où ces abstentions massives? C'est que les gens commencent à abandonner leur devoir de citoyen. Alors, parlons de... Donc, après, la décision, parce que vous l'évoquez, le conseil municipal peut voter, effectivement, le doigt sur la couture du pantalon, mais il a le pouvoir quand même si, au final, c'est le maire qui décide. Quand même. Oui, alors, après l'élection, ce qui se passe, c'est le maire perdant qui vient officialiser le résultat quand il perd. Il faut quand même pas oublier ça. Quand il gagne... Il y a eu des scènes de liesse un peu déplacées dans d'autres communes. Il y a même eu cette histoire de Tonton Macoute à l'époque où un autre candidat déchu, enfin qui avait perdu, s'est fait attaquer devant un bistrot des colonnes juste après l'élection par un costaud ou des costauds tellement qu'il a fallu arrêter, quoi. Bon, enfin la violence maintenant. Et malheureusement, légion, et c'est pas bien parce qu'il faut appliquer tout simplement la démocratie, le résultat des votes. Oui, pour certains, c'est insupportable. Après l'élection, ne pas oublier, surtout, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que c'est le conseil municipal qui détient le vrai pouvoir et non le maire. Ça, les élus ne le savent pas toujours, enfin, je parle des novices. Le conseil municipal, aussitôt, le premier conseil, c'est pour élire le maire et lui déléguer son pouvoir. Mais les conseillers oublient parfois qu'ils gardent la possibilité de le démettre à tout moment, à condition bien sûr de réunir une majorité contre lui. De faire un putsch. C'est une menace qui nous avait été faite par l'ancien maire que j'ai connu en tant que... Pour toute opposition qui se manifesterait, il disait « Vous avez toujours le pouvoir de me démettre ». Bien sûr, parce qu'il suffit d'avoir une majorité. Ça faisait trembler ses adjoints qui étaient rémunérés. Voilà. Mais c'est partout. Alors j'ai quand même un conseil que j'ai suivi moi-même à donner à tous les conseillers qui ne seraient pas d'accord, ou même les adjoints d'ailleurs, avec la politique ou avec le maire. N'oubliez pas que vous avez été élu.
Vous avez été élu et ne démissionnez surtout pas. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas d'accord, restez dans le conseil et exprimez-vous comme opposant. C'est ce que j'ai fait pendant 5 ans. Et ma foi, comme disait Florent Pagny, j'ai récupéré ma liberté de penser. Oh, très bien. Moi, j'ai pas eu la même paye que lui, mais au contraire. On peut pas tout avoir. Très bien, donc ça c'est le pouvoir du maire et des conseillers municipaux surtout. Et puis les réunions du conseil municipal. Très important. Ça, c'est là aussi que ça se décide. Alors pendant les réunions, il faut savoir certaines règles. La première, la plus connue, c'est qu'il faut 5 jours avant la réunion, il faut qu'il y ait un ordre du jour publié et envoyé au conseiller, qui peut être public, et les documents sur lesquels on va décider. C'est-à-dire toutes les motions détaillées. Bien sûr. Chacune avec... pardon Jean-Louis Montagu, mais petite parenthèse, les conseils municipaux sont publics. Hein, oui. Les habitants, les électeurs peuvent assister sans prendre la parole, mais assister. Il y a des règles aussi de comportement qui sont contraires à ce qu'on a vu à la télé récemment. Les huées, des machins sont totalement interdits. Absolument. Mais on peut assister en tant qu'auditeur libre. Et prendre des vidéos ou des photos, j'ai vu ça ici aussi, c'est pas... Ça se fait pas. Bon, alors, l'envoi de documents a fini par être réduit pendant la mandature que j'ai connue à des résumés des décisions. Finalement, on finissait par ne plus envoyer les documents sur lesquels on vote, mais un résumé en 3-4 pages, alors qu'il y avait... Bon, ça peut être pour des raisons d'économie, mais c'est pas normal. Et on a constaté progressivement une fuite du débat qui s'amplifie d'année en année. La fourniture des documents donc a été résumée et ensuite on a essayé de limiter les questions diverses. Vous savez, à la fin il y a les questions diverses en les limitant à celles qui avaient été envoyées par lettre recommandée accusée de réception au moins 2 jours avant le conseil pour que le maire puisse préparer ses réponses. Enfin, mais c'est pas normal ça. Normalement il y a une période à la fin du conseil municipal où on doit pouvoir poser toutes ces questions. Alors ça ne s'appelle plus maintenant questions diverses, mais informations diverses, depuis ce nouveau mandat. Merci de me l'apprendre et de l'apprendre aux autres, donc. Voilà. Donc on termine toujours en conseil municipal par des informations diverses. Ça n'empêche pas de poser des questions, mais c'est un terme générique. Oui, parce qu'effectivement, il y a aussi des décisions qui n'appellent pas au vote à la fin. Absolument. Des concessions, des cimetières, des choses comme ça, on rappelle. D'où le fait donc de dire information et non plus question. Voilà. Mais j'incite les gens, surtout les conseillers même d'opposition, à poser des questions. Alors, on en était arrivé d'ailleurs à une subtilité à propos des godillots. Les godillots s'interdisent. Moi, j'ai participé à des réunions de majorité, je vais en parler après, mais on n'osait pas poser de questions. Mais pour poser des questions, il faisait appel à l'opposition. Comme ça, il disait au moins, comme ça, on a des réponses. Parce que le maire était obligé de répondre devant tout le monde. Eh oui. Alors, vous voyez à quoi on arrive. Ce sont des subtilités. Oui, mais c'est vraiment la médiocrité ambiante, quoi. Bon, revenons à nos élus, qui doivent quand même être présents parce qu'il faut un quorum. Attends. Je vois que vous êtes au courant de ces affaires-là. Parce que sinon, il n'y a que le maire et que les adjoints, ça ne va pas le faire. Ben non. Voilà. Effectivement, vous avez raison, c'est un point très important qui nous a valu d'ailleurs un dépôt de plainte devant le tribunal administratif. Ne pas oublier que si on a des problèmes de déroulement, de fonctionnement, on peut se plaindre, c'est gratuit, au tribunal administratif de Bordeaux. Bon, il faut réunir 2 témoignages manuscrits avec carte d'identité, mais nous on l'avait fait. À propos du quorum, le nombre minimal de conseillers nécessaire pour valider les décisions prises. S'il n'est pas réuni, les conseillers qui le constatent sont autorisés à se lever et quitter la réunion. Ce qui obligera à la reconvoquer sous quinzaine, mais sans quorum. Mais enfin, c'est une chose... Ça peut arriver, bien sûr. C'est une chose dont mes collègues de l'opposition ne s'étaient pas rendus compte. Ils ne s'étaient pas rendus compte qu'eux, ils étaient assidus pendant que la liste majoritaire se vidait régulièrement, et c'était eux qui assuraient le quorum. Donc... c'est arrivé chez nous au bout de 3 ans. L'opposition a compris que c'était elle qui assurait le quorum. Donc, un jour, ils ont décidé, c'était dans la presse après, et régulièrement, ils ont décidé de se lever. Le quorum était de 14 sur 27 sièges pour la majorité.
Or, dans les réunions, on arrivait à 17 participants, dont 12 de la majorité, donc par rapport à 14, et 5 de l'opposition qui étaient régulièrement présentes. Donc l'opposition était tout à fait habilitée. C'est ce qu'elle a fait après, à se lever, à dire bon bah... Parce qu'effectivement, les gens de la majorité étaient découragés. Petit à petit, ils votaient avec leurs pieds, ils venaient plus. Quoi. Voilà. Alors, ce qui ne fait que reporter le problème, puisqu'il y a un conseil municipal qui est, comme vous le disiez, reporté. Oui. Et ensuite, bon, il faut se réunir quand même. Donc, oui, voilà. mais ça prouve aussi un certain malaise. Dans l'équipe dirigeante, effectivement. On évoquait à l'instant le fait que le public pouvait assister, mais ne pas prendre la parole, ce qui veut dire qu'il y a aussi un règlement intérieur dans un conseil municipal. Ça se réfère au règlement intérieur qui concerne effectivement le public. Et au premier conseil municipal, on fait voter un règlement intérieur, souvent voté à l'unanimité, mais les gens ne le lisent pas, sauf les vieux renards qui le savent, eux. Donc en particulier, on tient compte on spécifie le rôle des secrétaires de séance. Beaucoup sont très honorés de voir leur nom, secrétaire de séance, et ils croient que c'est pour satisfaire leur ego. Mais c'est faux. Ils ont une mission très précise qui consiste à vérifier les présences et vérifier aussi les procurations. Alors c'est aussi le rôle du personnel municipal de surveiller. Une procuration est en effet une lettre manuscrite originale, désignant le mandaté à la date de la réunion et la signature précédée de bons pourpourvoir à la main. Dans le cadre de certaines manœuvres que j'ai observées petit à petit, des procurations abusives ont été largement utilisées à partir de photocopies sans forcément demander l'avis explicite de l'absent. Et quand j'ai été absent, j'ai vu qu'un jour le maire avait pris ma voix. Et j'ai fait une déclaration sur l'honneur disant que je lui avais jamais donné de procuration. Alors ça m'a valu des ennuis, évidemment, c'est pour ça que je suis devenu opposant. Et on peut donner procuration à un autre conseiller, mais il faut le faire dans les règles et dans sa procuration. On n'a pas le droit d'usurper. Alors, et c'est là qu'il y a eu ce débat sur ce que monsieur le maire a appelé la majorité automatique. C'est bien, c'est marrant ce truc-là. Parce qu'il a dit, de toute façon, j'ai une majorité automatique, c'est ce qui lui permettait de... Et ça se pratique dans tout le département. Aussitôt, on a vérifié, au département, c'est faux. C'est un abus de pouvoir. Et on a fait donc une plainte au tribunal administratif. Donc, il n'a toujours pas traité. Mais enfin, c'est clair que il n'y a pas de majorité automatique et que tout ça doit se débattre dans le cadre des circonstances. Quoi. S'il n'a pas ses élus, il n'a pas ses élus. Hein. Bien sûr. Et oui, alors puisqu'on parle d'élus et donc d'une majorité... Juste avant, je rappelle quand même une chose qui nous a permis de passer outre cette histoire, c'est que toutes les séances du conseil municipal sont enregistrées. Oui. Et le compte-rendu... Mais le compte-rendu écrit, lui, est censuré. Parce que la majorité automatique, si on l'avait vu dans un compte-rendu, là, il aurait été vraiment embêté. Donc, ça n'a pas apparu, alors qu'il l'avait dit, j'ai des témoins. Donc, vous voyez, c'est... Mais les écrits restent, pas les paroles. Et il y en a qui parlent maintenant de les filmer, quoi, en vidéo. Alors souvent, certains conseils sont filmés. Dans certaines communes, c'est filmé. Ils parlent de le faire ici, mais ça serait important parce que de toute façon, après, les secrétaires de séance, il faut qu'ils vérifient que ce qui est dans le compte-rendu est conforme à ce qui a été dit. Bien sûr. Voilà. Vous voyez pourquoi les secrétaires de séance, ils se rendent pas compte du rôle qu'ils ont et de l'importance qu'ils ont de tout noter. Ils ne devraient pas se bousculer pour postuler. Bon, voilà. Donc j'en arrivais, on était à la majorité, mais il y a aussi le rôle de l'opposition, parce que on parle de la majorité, bien sûr, autour du maire, mais l'opposition est présente et a un rôle aussi. Absolument. Et elle a une qualité que j'ai observée moi-même pendant 6 ans, c'est la résilience. La résilience de l'opposition. Donc elle assurait tout le temps une présence. Sur 6 membres, 90% étaient là tout le temps. C'est un respect par rapport aux électeurs d'abord. Oui, d'être présent. Fidélité à leurs engagements. Mais les godillots, ce problème, c'est les godillots. Les godillots, ce sont tous ces adjoints qui, souvent d'ailleurs, ne sont pas là, mais qui rendent inutiles toutes les réunions du conseil municipal. C'est même pas la peine de faire une réunion, puisque de toute façon, par le simple nombre de voix, tout sera voté. Donc l'opposition, elle ne peut faire que des remarques ou des discours à la marge.
Mais intervenir. Voilà. Et l'opposition, pour cela, moi j'ai trouvé que l'opposition, je peux le citer, M. Terrien, j'étais pas de son parti, mais j'étais à côté de lui. Il a fait preuve d'une, je tiens à le saluer là, parce qu'il a fait preuve d'une ténacité exemplaire et d'une compétence, parce qu'en même temps, c'est remarques d'expérience. D'expérience, parce qu'il a été maire quand même plusieurs mandats avant d'être... Deux mandats, et ça se voyait. D'ailleurs, et en ce moment, il y a aussi M. Chotard qui fait des remarques tout à fait sensées, parce qu'il, lui, il a une autre expérience plus lointaine, mais... De ville plus importante que Ribérac. Voilà. Donc la dignité de l'opposition, moi je tiens à les féliciter, pendant 6 ans, face à une unanimité factice. Parce que les Goudillots, c'est factice. Ils sont là pour le nombre. Ben oui, ils peuvent pas exprimer leur opposition s'ils en ont. Ils peuvent même pas s'abstenir parfois. Et quand ils ont des questions, comme je vous ai dit, ils le font passer par l'opposition pour être sûr d'avoir une réponse. Alors c'est pour vous dire que c'est factice. Mais ça dépend aussi des conseils municipaux et des mairies et des communes, hein, parce que dans certaines communes, ça se passe différemment de l'exemple que vous citez. Moi, je vis aussi en banlieue parisienne et j'ai des exemples où ça se passe très bien. Ils ont le droit de s'exprimer, ils sont écoutés. L'opposition, pendant 6 ans, je conclus, c'est un sacerdoce. Et se démettre collectivement... comme ce fut le cas dans le mandat d'avant, le précédent, où toute la liste d'opposition était partie de l'ancien maire, il les avait contraints à la démission collective. Ça, par contre, c'est d'une lâcheté et d'une irresponsabilité, parce qu'il n'a pas été à même d'assumer son bilan, qui a pourtant pesé pendant 2 ou 3 ans. Voilà. Très bien, merci. On termine ainsi cette deuxième partie, mais comme il y a des suites, parce que on parle souvent des municipales, mais il faut penser qu'après, il y a les communautés de communes, après, il y a les sénatoriales, après, il y a la mise en place des projets, etc. On en parlera lors de notre prochain rendez-vous.